Bonjour à tous. Je me présente Arnaud Briot, fondateur et co-dirigeant de la société Domalis. Domalis a pour mission de faciliter le quotidien des personnes fragiles et des aidants qui les accompagnent. On va reparler un petit peu de l'aspect de la fiscalité des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre différentes entreprises dans le même secteur d'activité, une entreprise qui va faire son activité de manière classique et payer ses impôts de manière classique, et une autre entreprise qui, elle, va essayer au quotidien de faire des efforts sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social, sur l'aspect économique. Finalement, à la fin du compte, ces deux entreprises sont taxées, où la base est la même pour ces mêmes entreprises. On a parlé tout à l'heure de l'aspect environnemental, comme quoi le gouvernement va mettre en place des incitations sur l'aspect environnemental, notamment pour réduire l'aspect CO2, et je trouve ça une excellente idée. Du coup, je voudrais rebondir un petit peu sur l'aspect plutôt à la fois social et sociétal. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, notamment quand on voit que, par exemple, la Banque de France qui note notamment sur différents aspects, les aspects bien sûr économiques aujourd'hui, un petit peu de manière qualitative. L'idée, ça serait de se dire, pourquoi pas ne pas accentuer ces aspects-là, ces critères qualitatifs, et qu'ils rentrent en compte finalement dans l'imposition pour avoir un taux d'imposition de TVA par exemple, ou d'impôt sur les sociétés ou autre, puisque ces entreprises contribuent à une économie plus vertueuse pour l'environnement. Donc voilà, pour l'environnement, le social et sociétal. Donc est-ce que ce type de proposition pourrait faire partie, on va dire, de la feuille de route du gouvernement? Merci beaucoup. C'est une question importante, en effet, parce que l'enjeu est majeur. Et puis, c'est une question sur laquelle la politique publique, la réponse de l'État doit passer en partie par le fiscal, mais pas seulement. Et il nous semble qu'il faut une combinaison de réponses. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que dans la récente loi Pacte, on avait rendu obligatoire pour toute entreprise de définir sa raison d'être. Et ça, c'est un élément aussi qui oblige l'entreprise à réfléchir à son rôle dans la société. J'ai évoqué la fiscalité sur les émissions de carbone. Sur les aspects plus sociétaux, vous avez peut-être vu qu'on a rendu obligatoire dans la loi Choisir son avenir professionnel la publication par les entreprises d'un index qui qualifie l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et lorsque cet index sera trop faible, il pourra y avoir une pénalité financière pour l'entreprise. Elle devra prendre des mesures pour le rectifier ou elle pourra avoir des pénalités. Donc on a des moyens qui ne sont pas fiscaux, mais qui ont un effet d'entraînement sur des sujets majeurs de responsabilité sociale des entreprises, comme l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On a également modernisé les obligations d'emploi de personnes en situation de handicap qui, on a constaté que ce n'était pas assez efficace pour vraiment permettre un emploi de personnes en situation de handicap dans toutes les entreprises. Et donc, on a essayé de renforcer ce dispositif. Ensuite, sur votre proposition précise, c'est l'indice Banque de France, voilà, on a besoin dans les réponses qu'on apporte de bien qualifier les enjeux. L'indice Banque de France permet à une entreprise et à ses créanciers d'évaluer la situation financière, le risque financier. Et ce qu'on peut se dire, c'est que la responsabilité sociale et environnementale, c'est aussi un risque pour l'entreprise si elle ne le gère pas suffisamment, mais qui est de plus long terme. Et donc, il faut sans doute le traiter d'une manière différente. Alors, on n'est pas allé au bout de cette réflexion sur la manière de mesurer cette performance sociale et environnementale. C'est aussi un sujet qui est difficile à mesurer de manière agrégée, puisque c'est un sujet qui recouvre des réalités multiples sur plusieurs sujets. J'en ai cité certains, entre les émissions de CO2, l'égalité homme-femme. On a des questions qui sont assez différentes. Donc c'est un sujet, vous avez raison, qu'il faut le traiter. On a fait une première partie du chemin et il faut sans doute aller plus loin pour mieux rendre compte de ces enjeux dans chaque entreprise. Merci. Juste pour compléter, parce que souvent on parle de si on ne respecte pas, à ce moment-là, on est taxé plus. Et en fait, notamment
vendredi dernier, on accueillait en stage des différents professeurs et je leur parlais de cette proposition. Et du coup, ils m'ont dit, du coup, il faudrait taxer plus celles qui ne respectent pas. En fait, je ne pense pas, on est souvent pas forcément dans le principe pollueur-payeur, mais plutôt se dire, est-ce qu'il ne faut pas justement donner plus en mode, je dirais carotte, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dire, si tu travailles bien, si tu fais bien ton job, à ce moment-là, tu as une réduction. Et du coup, l'impact psychologique, même l'impact pour les entrepreneurs, n'est pas du tout le même. Donc, je suis plutôt contre l'aspect, tu ne fais pas, t'es taxé plus, mais tu fais bien, tu payes moins. Oui, effectivement, c'est plus vertueux. Ça nécessite, pour préserver l'équilibre des finances publiques, de trouver des moyens de financer ces baisses de taxation. Mais vous avez raison, c'est une démarche plus vertueuse. Vous évoquez pollueur-payeur. Il faut dire aussi qu'on a actuellement en débat au Parlement une loi très importante sur l'économie circulaire, où on veut aller plus loin dans l'économie circulaire. Donc ça ne sera pas en général des réponses fiscales, mais il s'agit de mettre en place dans un certain nombre de filières, quand ce n'est pas déjà le cas, ou de renforcer finalement la contribution de toutes les entreprises de la filière à l'économie circulaire, au recyclage, à la collecte. Et ça fait partie aussi des réponses qui créent finalement des disciplines de responsabilité sociale et environnementale collective à l'échelle d'une filière et qui sont des réponses, on le voit déjà dans certains mécanismes qui existent, qui peuvent être efficaces. Merci bien. Bonjour, je suis Charlotte Gaillard, fondatrice de Berceau Magique, qui est une activité de e-commerce de produits pour bébés que j'ai créée il y a 15 ans. Et c'est la deuxième année que je participe au G20 des jeunes entrepreneurs, donc en Argentine et puis cette année à Tokyo. Et cette année, j'ai le même constat que l'année dernière. Il y avait 7 femmes pour 21 hommes entrepreneurs. Donc c'est effectivement quelque chose peut-être un peu cliché, mais on se pose toujours cette question, et c'est une évidence quand on veut développer l'entrepreneuriat, de pourquoi il n'y a pas plus de femmes globalement au G20 et puis finalement dans toutes les possibilités d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en avant. On l'a proposé dans une de nos recommandations, de faire en sorte d'être plus inclusif au niveau des minorités. Et les femmes sont probablement la plus grande des minorités aujourd'hui. Même si celle de la délégation était de très grande qualité, je pense qu'à un moment, il y a le sujet du nombre. Et on aimerait savoir si vous avez des propositions. Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau de la DGE pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin? Merci, c'est effectivement un sujet majeur et simplement pour donner un ordre de grandeur, l'OCDE, donc l'Organisation internationale économique, estime que la France gagnerait 0,4 points de croissance supplémentaire s'il y avait autant de femmes que d'hommes qui créaient une entreprise. Et 0,4 points de croissance, c'est absolument énorme. Il y a très peu de politiques publiques qui créent 0,4 points de croissance, donc on voit que c'est évidemment un enjeu d'équité, c'est un enjeu de société, mais c'est aussi un enjeu économique, puisqu'on perd en fait un gisement de création d'entreprises considérable. Et alors le constat, vous l'avez fait, il est bien connu. On voit quand on regarde plus en détail que finalement, pour permettre qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, il faut agir à toutes les étapes et à toutes les étapes de la vie. Et donc, on soutient le partenariat avec l'Éducation nationale que j'évoquais. On soutient des associations d'entrepreneurs qui viennent dans les écoles, même assez tôt, avec des femmes entrepreneurs qui viennent présenter leur expérience. BPI France développe un site internet sur lequel il y a des témoignages de femmes entrepreneurs qui sont très inspirants et qui peuvent, on l'espère, créer des vocations. Et il faut aller encore plus loin. On a, en termes de réglementation, on a fait des progrès sur, par exemple, alors ce n'est qu'une toute petite partie du sujet, mais sur la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. On a imposé des règles et ça fonctionne. Et on a maintenant des conseils d'administration des entreprises qui sont paritaires, alors qu'on en était très loin il y a quelques années. C'est très insuffisant, mais c'est une première démarche. Et c'est bien en agissant à tous les niveaux et à toutes les étapes qu'on arrivera, depuis l'école jusqu'à l'égalité salariale, jusqu'à la parité dans les conseils d'administration. Et alors on prépare actuellement, puisqu'on a conscience du chemin qui nous reste sur ce sujet, on prépare actuellement un projet, un grand plan d'action avec
d'une part un projet de loi qui traitera de ce sujet dans le cadre d'un futur projet de loi sur l'émancipation des femmes. Il y aura un volet économique, en particulier sur l'entrepreneuriat et la place de la femme dans l'entreprise. Et puis à côté, un plan d'action. Et ce plan d'action, il essaye de traiter toutes les dimensions du sujet. Et ça va peut-être vous faire rire, mais on pense que pour renforcer la place des femmes dans l'entreprise, il faut agir sur les jouets et sur les stéréotypes dans les jouets. Donc on est en train de préparer une charte avec les fabricants de jouets pour qu'il y ait moins de stéréotypes dans la publicité, la communication sur les jouets. Et en fait, ça peut sembler anecdotique, mais en fait, c'est pour illustrer le fait que la majorité des freins au développement de l'entrepreneuriat féminin, c'est des freins psychologiques, souvent hérités de l'enfance, des stéréotypes de l'enfance, et il faut aussi agir à ce niveau-là. Et puis bien sûr, il faut plus tard, on lance un mouvement qui s'appelle Industriel, qui a vocation à réunir des femmes d'entreprises industrielles pour montrer que... Parce que on doit convaincre sur l'entrepreneuriat au féminin, mais c'est encore plus dur de convaincre sur la place des femmes dans l'industrie, qui est souvent vue comme un milieu très, très masculin. Et donc, on lance aussi un mouvement pour essayer d'avoir des rôles modèles, des femmes qui vont servir de modèle aux jeunes générations sur l'entrepreneuriat, pour montrer que même dans l'industrie, les femmes peuvent et doivent s'engager et réussir. Merci. Ça me parle effectivement, le sujet des jouets, puisque j'en commercialise. Et c'est vrai que nous, ce qu'on remarque, moi, ce que je remarque dans mon entreprise, c'est que ça se joue souvent au moment de la parentalité. C'est là qu'il y a quand même souvent un décrochage en termes de salaire, en termes de carrière. Et pour que les femmes entreprennent et que les salariés puissent prendre des responsabilités dans les entreprises, il faut qu'on puisse être aidés à ce stade-là. Donc, je pense que vous avez pas mal d'actions dans ce domaine-là, mais on compte sur vous pour agir rapidement. Bonjour, je suis Bina Paradin-Migoto, je suis la fondatrice de Bindi. Bindi, c'est une marque de produits alimentaires qui propose de mettre plus de végétal dans l'assiette des gens avec des produits bons en termes de goût, bons pour la planète et bons pour la santé. Je suis aussi industrielle, puisque nous avons fait le choix chez Bindi de fabriquer tous nos produits. Donc c'est la transition avec le sujet d'avant. Moi, je voulais approfondir sur ce sujet de transition écologique en faisant le constat qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, finalement, les pollueurs polluent et l'État et les collectivités et aussi les citoyens payent pour que l'on dépollue. Alors, je vais prendre le cas de l'agroalimentaire que je connais plus particulièrement, où effectivement, il y a des techniques agricoles très propres comme le bio, par exemple, qui n'émettent pas de déchets dans l'environnement. À l'encontre, il y a des techniques conventionnelles où on va mettre des pesticides. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'euros qui sont dépensés juste pour enlever les excédents de pesticides dans l'eau chaque année. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager que ce principe de pollueur-payeur puisse être mis en place de façon éthique et efficace au niveau de l'État ? Merci. Peut-être d'abord pour faire le lien avec le sujet précédent, et puisque vous avez des idées sur le sujet, pour ce projet de loi que j'ai évoqué, on va lancer une grande consultation là prochainement, donc je vous encourage, et puis j'encourage chacun à contribuer à la réflexion sur la manière dont on peut concrètement trouver des solutions pour renforcer l'entrepreneuriat féminin. Alors sur l'agroalimentaire, c'est un sujet aussi complexe, puisque, et vous êtes bien placé pour le savoir, finalement la responsabilité environnementale de l'agroalimentaire va porter sur tout un ensemble de facteurs, sur, vous l'avez dit, l'usage des pesticides, sur les émissions de carbone au moment de la production agricole, de la transformation, du transport, sur l'usage plus ou moins important de matières premières. Et donc on a tout un ensemble de critères qui vont rentrer en compte et qui parfois sont un peu contradictoires. On peut avoir des produits bio qui émettent plus de CO2 que des produits non bio, et donc il y a objectivement besoin de faire des choix, ou en tout cas de donner de la lisibilité sur les différents facteurs environnementaux qui interviennent dans le processus de production agroalimentaire. Et c'est, je pense,
la solution du pollueur-payeur n'est pas forcément la plus facile à mettre en œuvre, ou en tout cas celle qui résoudra le mieux le problème. Il nous semble qu'il faut essayer de traiter les différents problèmes, chacun à sa hauteur. Le premier sujet, c'est que l'information ne suffit pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les labels, toutes les informations qui sont données aux consommateurs en matière agroalimentaire ne suffisent pas encore suffisamment à orienter le choix du consommateur vers les produits qui vont être plus respectueux de l'environnement. Donc on a un effort de pédagogie à faire pour que ces labels soient plus efficaces. Et aujourd'hui, le consommateur, en moyenne, pour des raisons qu'on comprend bien, privilégie massivement le prix plutôt que le label. Et ça c'est un premier sujet. Ensuite, il nous semble qu'il faut essayer d'identifier des solutions concrètes à chacun des enjeux. On a, par exemple, tout ce qui tourne autour du gaspillage, sur lequel, dans le cadre de la loi économie circulaire que j'évoquais tout à l'heure, on va prendre des mesures. On a aussi tous les déchets qui sont produits par la filière agroalimentaire elle-même dans le cadre du processus de production. C'est 12 millions de déchets du processus de production agroalimentaire sur lequel on veut trouver des solutions concrètes pour les réutiliser, pour l'alimentation animale, pour des sources d'énergie ou pour d'autres choses de ce type. Il y a la question de l'emballage agroalimentaire sur lequel on veut aussi proposer des solutions avec des produits biosourcés, par exemple, pour l'emballage agroalimentaire. Et donc, il nous semble que cet enjeu, vous avez raison, qui est majeur. On ne peut sans doute pas l'adresser uniquement par un principe de pollueur-payeur, mais par une combinaison du renforcement de la pédagogie sur les labels, de solutions très concrètes, très opérationnelles sur les déchets, sur l'économie circulaire au sein de cette filière, sur les emballages, qui sont autant de solutions qui permettront d'améliorer la situation concrètement pour chaque problème qui se pose. Ce n'est pas une solution holistique, parfaite, mais c'est un ensemble de mesures qui permettront, je crois, d'avancer. Très bien, je vous remercie. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est cette vision globale sur l'ensemble de la chaîne, puisque à chaque fois, on a une polémique sur un sujet qui en remplace un autre, alors qu'il y a chaque maillon génère potentiellement des pollutions, mais surtout des solutions pour ne plus les créer. Tout à fait. Bonjour. Je m'appelle Grégory Pascal, je suis fondateur d'un groupe de sociétés qui agissent dans le domaine du digital, la publicité, le service et le logiciel. Je profite de l'occasion pour dire aussi que j'ai eu l'occasion récemment d'intervenir à travers 100 000 entrepreneurs devant une classe qui est présente ici. Donc je salue et j'ai pris un grand plaisir à cette occasion à les rencontrer. Et donc j'incite tous les entrepreneurs qui sont dans la salle à en faire de même parce que c'était vraiment une super expérience. Je vais vous faire part en fait un peu d'une surprise et puis d'une frustration également. Je suis un pro-européen convaincu et j'ai une vraie frustration aujourd'hui alors qu'on a décidé de construire l'Europe à travers l'économique. On aurait pu le faire à travers le militaire ou le politique. On est parti sur l'économique et aujourd'hui, exploiter à pleine puissance la communauté économique européenne, c'est très difficile. Pour des questions d'harmonisation fiscale, notamment pour des questions d'harmonisation du droit du travail, etc. Et alors je pourrais dire, comme on l'a dit à différentes reprises, l'harmonisation, etc. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens intelligents qui n'ont pas réussi depuis 50 ans. Il y a probablement des bonnes raisons à ça. Et donc on essaye de porter en fait une autre idée qui serait, à défaut d'harmonisation, au moins la simplification. On se retrouve aujourd'hui dans un cas de figure, pour prendre une analogie, c'est comme si vous aviez décidé d'acheter une voiture parfois, et au moment de passer au paiement, on vous disait, tiens, pour le volant, tu vas aller acheter à tel endroit à tel prix, pour le radiateur à tel prix, pour le kilométrage, tu vas calculer ton kilométrage pour pouvoir payer une autre caisse. Alors à défaut je vais vous parler de taxes et de fiscalité, mais en même temps, de ne pas vous demander de baisser, je vais vous demander de maintenir, mais de simplifier. Ce dont on rêve en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on nous simplifie la vie pour aller plus vite. Et si on pouvait avoir un guichet unique européen auquel on puisse s'adresser pour exploiter des marchés, pour pouvoir recruter des gens, et qu'on nous indique tout simplement qu'en Italie c'est 32, en Angleterre c'est 17, et en France c'est 43, peu importe le taux, mais qu'on ait un guichet, un process unique, ça serait une formidable avancée pour nous. Et je pense que pour donner le là, la France qui, je sais que vous avez fait beaucoup de choses pour la simplification.
Si on pouvait déjà le faire au niveau français, c'est-à-dire en fait avoir un vrai guichet unique pour les entreprises qui nous fasse du précalcul de taxes, qui nous garantisse en fait une grande fluidité, et si en plus on pouvait l'étendre au niveau européen pour se développer, et enfin donner une vraie consistance à ce projet européen, ça serait fantastique. Merci. Merci pour cette question. C'est un sujet difficile, vous l'avez dit, sur lequel on avance un peu pas à pas. On partage l'objectif d'avoir une simplification et une forme de guichet unique au niveau européen et une harmonisation au niveau européen des différents droits qui permettent à l'entreprise de se développer. On en est encore assez loin, pour être honnête. En France, on a engagé des mesures pour avoir un guichet unique pour la création d'entreprises déjà, qui est prévu par la loi Pacte, un registre unique, donc des démarches de création, d'évolution des statuts des entreprises qui vont être très simplifiées et puis unifiées. On n'a pas perdu l'espoir d'avancer sur l'harmonisation fiscale. On travaille avec l'Allemagne sur des sujets d'harmonisation fiscale, sur de l'harmonisation aussi du droit des faillites, par exemple, qui est assez structurant pour le financement des entreprises. On voit bien tout ce qui reste à faire en termes d'une part d'harmonisation et puis de simplification, mais je retiens votre idée de commencer par avancer le plus loin possible au niveau français et d'avoir un guichet unique qui progressivement fonctionne, démontre son efficacité et qui pourrait ensuite être étendu au niveau européen. On sait que c'est un travail de longue haleine. Pour nous, c'est bon. Peut-être qu'il y a d'autres questions dans la salle, mais on a fait le job. Je vous rejoins. Vous avez fait un bon job. On peut vous applaudir d'ailleurs. Oui.